Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Anthony Smith, qui est un syndicaliste, inspecteur du travail, candidat également sur la liste de Manon Aubry aux européennes. Il est l'auteur de 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail, puisqu'il a eu quelques déboires avec l'ancienne ministre du Travail. On en parlera. Mais aujourd'hui, je voulais parler avec notre invité du dossier tragique des accidents au travail. 2 morts par jour en France, 640 000 accidents du travail en 2021, des chiffres qui font froid dans le dos quand on voit cette épidémie d'accidents. Gabriel Attal, le Premier ministre, avait parlé en mars de prévenir les accidents du travail, de faire quelque chose, d'avoir une sorte de grand rendez-vous avec les partenaires sociaux. On est au mois de mai, rien ne s'est passé, je crois. Anthony Smith, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la position du gouvernement et sur ce fléau des accidents au travail en France? D'abord, merci de m'accueillir sur votre émission. Et oui, donc vous dire en deux mots que de la part du gouvernement, cela ressemble bien à une arlésienne, hein, et malheureusement, on en a l'habitude. Fin mars, comme vous le disiez, le Premier ministre est venu sur le plateau de TF1 pour expliquer que la mort au travail était quelque chose de dramatique et que ça devait cesser, hein, ce sont ses termes. Il semblait découvrir les plus de 600 000 accidents, les 2 morts par jour, les 2000 accidents du travail par jour, plus de 1 par minute qui touche aujourd'hui notre pays, et il allait faire des annonces. La réalité, c'est que début de semaine dernière, il y a eu, et semaine d'avant, de façon reportée, l'idée de rencontrer les partenaires sociaux, hein, les Mmh. organisations syndicales et patronales sur le sujet. Rien n'a eu lieu. A été évoquée la mise en place d'une COP, hein, comme pour l'écologie et l'environnement, mais pareil, absolument rien n'a été mis en place. Et aujourd'hui, on se retrouve face à malheureusement ce que l'on connaît en matière d'action du gouvernement pour protéger la santé, la sécurité, les conditions de travail des salariés dans les entreprises, c'est-à-dire rien, encore une fois rien, et ça c'est dramatique. On peut donner des exemples, mais ça l'est doublement. L'année dernière, nous avions obtenu syndicalement que le ministre Dussopt, qui était celui qui avait précédé la ministre Vautrin au ministère du Travail, prenne des engagements concernant la possibilité d'arrêter l'activité d'une entreprise ou de chantier ou lors des vendanges, puisque c'est le cas en l'espèce, si il y avait un risque d'exposition à la chaleur, un risque canicule. Cette disposition n'existe pas aujourd'hui dans la loi française. Elle ne permet pas à un inspecteur du travail qui constaterait l'occupation de salariés dans des conditions indignes liées aux fortes chaleurs d'arrêter l'activité si l'employeur est défaillant, manifestement. Mmh. Je Mmh. rappelle que l'année dernière, nous avions eu 6 morts dans les vignes liées à des Ouais. conditions de travail dégradées. Eh bien, le ministre Dussopt s'était engagé à mettre en place ce dispositif d'arrêt d'activité, comme on l'appelle dans notre jargon, et ça existe, par exemple, si vous sortez de chez vous et que vous voyez un ouvrier sur une toiture d'un bâtiment non protégé, eh bien, l'inspecteur du travail peut retirer les salariés de cette situation et donc les mettre en sécurité. Ils continuent à être payés tant que l'employeur ne met pas en conformité son Mmh. chantier. On demandait la même chose sur le champ de la chaleur. Eh bien, les mesures ne sont toujours pas prises, alors que nous savons que les périodes de chaleur vont arriver et qu'elles vont Ouais. exposer encore des dizaines de salariés à des risques mortels pour leur santé, leur sécurité. Eh bien, c'est au point mort et la ministre Vautrin, que nous avons saisie sur ce sujet, ne nous répond plus. Donc, on est face à une pratique, que ce soit sur la question des accidents du travail ou sur en fait tout ce qui protège les salariés et la sécurité, où le gouvernement annonce quand il est mis sous pression de devoir faire une annonce, mais ne met pas en œuvre les dispositifs qui permettraient effectivement de protéger la santé des travailleurs. Et c'est Mmh. qu'un exemple, hein. On Ouais. peut, ça en regorge en fait, malheureusement. Malheureusement, on a vu aussi des chantiers des JO, hein, qui ont été arrêtés, d'échafaudage, parce qu'ils n'étaient pas en conformité non plus. Aujourd'hui, quels sont les moyens de l'inspection du travail? Parce que c'est comme toutes les administrations, un manque de moyens criant, des dangers aussi pour les inspecteurs du travail qui sont seuls parfois dans des situations très tendues. Quel est l'état des lieux pour l'inspection du travail actuellement? Oui, moi je dis que l'inspection du travail a été dépecée par 7 ans de macronisme et c'est littéralement exact. Ça vaut bien sûr aussi pour tout le bras gauche de l'État, hein, celui qui protège l'environnement, les consommateurs, les Ouais. contribuables, qui a été attaqué. Mais pour ce qui nous concerne en particulier, je voyais ce matin dans l'Oise, un département limitrophe de la région parisienne, aujourd'hui
2 tiers des postes d'inspecteurs du travail sont vides. 2 tiers des postes dans un département. Imagine-t-on 2 tiers des gendarmeries, 2 tiers des commissariats, 2 tiers des préfectures qui seraient vides aujourd'hui de tout poste dans le pays. Donc c'est inacceptable. Il reste moins de 1700 inspectrices et inspecteurs en France pour plus de 20 millions de salariés qui sont soumis au Code du travail et près de 2 millions d'établissements. Donc en fait, c'est une fiction. L'application du droit du travail est une fiction. Et au moment même, Alexis, où nous nous parlons, il y a 400 secteurs de contrôle. On est tous répartis géographiquement sur des secteurs géographiques. Mais il y en a 400, entre 300 et 400 sur 2000 qui sont vides de tout inspecteur du travail titulaire, c'est-à-dire où il y a des zones de non-droit du travail, près de 5 millions de salariés de ce pays qui n'ont pas accès à un inspecteur du travail référent. Et c'est dramatique pour les usagers, c'est dramatique pour les collègues dans les services parce que vous imaginez la pression, la tension et la nécessité d'arbitrer à chaque fois entre le plus horrible et le plus grave pour pouvoir intervenir, et pour les usagers de ne pas pouvoir avoir accès aux services publics de l'inspection du travail parce que c'est la réalité. Or, le besoin est énorme. Le besoin est énorme parce que dans notre pays, la relation de travail, elle est abîmée par un ensemble de réglementations antisociales qui se sont accumulées sous le macronisme et avant lui sous François Hollande, et qu'il faut arriver à en sortir aussi et à restaurer l'inspection du travail. Nous, on estime qu'il faudra un minimum 5000 postes sur le terrain d'inspectrices et inspecteurs pour commencer à reprendre la main sur le respect du droit du travail dans notre pays. On en est loin sur deux tiers qui sont non fournis. Et vous avez été confronté à une affaire rocambolesque, puisqu'on vous a interdit de faire votre travail d'inspecteur de droit du travail. C'était pendant la crise Covid. Vous avez gagné votre procès, mais est-ce que vous nous expliquez rapidement quel a été l'État contre finalement ses propres services? Enfin, on marchait sur la tête. C'est ça, c'est rocambolesque, c'est vraiment le mot juste, ubuesque, kafkaïen, tous ces qualificatifs correspondent exactement aux faits. En synthèse, j'étais un inspecteur du travail en charge de veiller. En fait, un inspecteur, il est là pour protéger les droits des salariés. Et donc, j'ai tenté de le faire pendant la première vague de Covid au profit d'aide à domicile de mon secteur et en demandant différents éléments de protection, de sécurité. J'ai saisi un juge indépendant pour lui demander d'ordonner par le biais d'un référé judiciaire des mesures, et mon administration qui s'était coalisée avec les institutions, le préfet, l'employeur, le cabinet de la ministre Pénicaud, qui était la ministre des patrons et pas du travail de l'époque, m'ont menacé en fait en me disant que si je continuais mon action de contrôle, il y aurait des conséquences. Or, les inspecteurs et les inspectrices du travail sont censés être indépendants dans leur action, c'est le droit international, c'est une convention de l'Organisation internationale qui le prévoit. Et donc, j'ai résisté à ces pressions, j'ai lancé l'alerte sur ces situations, la situation que je subissais au niveau national, et la seule réponse à l'alerte, c'est le jour même du dépôt de ce référé, de ce texte pour protéger les salariés, j'ai été suspendu à effet immédiat de mes fonctions pendant des mois, pendant près de 5 mois. Donc suspendu, il faut imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que je n'ai plus aucun contact avec mon administration dans laquelle je travaille depuis près de 20 ans, qu'on m'envoie des huissiers à mon domicile, qu'on déconnecte mes outils informatiques et téléphoniques. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement violent, en plus dans une période de confinement. Et puis, il faudra 918 jours que je raconte dans un livre pour qu'un juge me réintègre en disant 2 choses fondamentales. D'abord, que les inspecteurs du travail sont indépendants de toutes les influences extérieures, y compris celles de l'État, et que donc ils doivent pouvoir prendre leurs dispositions, ce qui est légal, ce qui était le cas, sans subir de pression. Et deuxièmement, que tout fonctionnaire, plus largement, tout fonctionnaire a un devoir et un droit de désobéir à un ordre quand il est illégal. Et je pense que dans le moment que nous vivons, cette question-là des fonctionnaires citoyens, cette question-là de l'État, au moment où Guérini le ministre de la fonction publique, tente de détruire la fonction publique, elle est extrêmement importante parce que les garanties collectives des agents publics, elles sont faites pour pouvoir tenter d'essayer de rendre en droit, de conduire en droit leur office, et de le faire pour l'intérêt général et pour les citoyens. Pas pour McKinsey, pas pour les intérêts particuliers de quelques-uns. C'est ça le service public à la française et c'est ça qu'on tente de détruire. Donc moi, je ne suis qu'un exemple de ça. J'ai réussi parce qu'il y a eu une mobilisation énorme, solidaire, sociale, politique, syndicale,
qui m'a porté durant tout ce combat et qui nous a fait gagner et qui a permis ma réintégration sur mon poste de travail. Mais je sais aussi que pour un qui gagne, combien sont ceux dans les entreprises au quotidien qui subissent les humiliations, la répression, les condamnations. Et ça, c'est terrible. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé dans cette campagne. Mmh. Mais au-delà de ça, on voit même les services de l'État, on a eu, cette mort tragique des agents de la pénitentiaire, agents qui demandent depuis des années d'avoir davantage de moyens, des véhicules blindés, de faire des visioconférences quand les détenus ne sont pas, nécessairement à emmener au tribunal. Même les services de l'État, sont maltraités. C'est pas seulement dans le secteur privé. Bien sûr, et avant eux, avant ces décès tragiques, qui sont des accidents du travail aussi, parce que j'ai vu une polémique naître sur ce sujet-là. Mmh. Évidemment, c'est totalement dramatique, mais ce sont bien des accidents qui ont eu lieu sur le lieu et sur le temps de travail, et qui sont des accidents mortels du travail, et c'est dramatique. Et bien avant ces meurtres, ces assassinats dans la pénitentiaire, on avait eu un inspecteur des impôts, souvenez-vous, il y a 1 an ou 2, qui avait été assassiné lui Oui. aussi, alors qu'il était en contrôle. Et puis, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, le 2 septembre 2003, à Saucignac, en Dordogne, 2 collègues de l'inspection du travail étaient eux aussi assassinés par un agriculteur, et on commémorera ce triste anniversaire en septembre de cette année au niveau national. Donc oui, il y a une situation de tension extrême qui a été notamment accentuée par une délégitimation de l'action publique, hein, de ce qui est Mmh. le régalien à l'intérieur de notre État. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour le vivre ensemble et pour le bien commun et pour le sens. Voilà, je veux dire, il y a un intérêt à avoir des services publics régaliens qui soient respectés, dont la légitimité ne soit pas sans cesse remise en cause, souvent par les premiers dirigeants de ce pays, parce que la réalité, c'est quoi? C'est de présenter systématiquement tout ce qui est socialisé, entre guillemets, tout ce qui est partie de l'État, comme étant un coût, comme étant une charge collective que nous aurions Mais, à payer, alors que c'est tout l'inverse, quoi. même sur la crise des agriculteurs, finalement, la réponse, du gouvernement, ça a été davantage de dérégulation, en quelque sorte. Oui, il y a trop Complètement. de normes, et on a pointé du doigt justement, hein, ces normes, c'est les inspections que les agriculteurs avaient, alors que c'est pour aussi leur santé à eux. Quand on voit le scandale sur les produits, d'épandage, et les pesticides, enfin, c'est incroyable que la réponse ait été, «Non, non, mais on va faire en sorte que ce soit plus simple de faire, ce que vous voulez, mais sans contrôle et sans protection finalement». Complètement, hein. Je pense que la première demande déjà des agriculteurs, et elle est totalement légitime, c'était de vivre bien, de vivre Oui. dignement de leur travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été complètement mis de côté, alors que c'était le centre, parce qu'il est beaucoup plus simple de taper sur les contrôles, de taper sur que de résoudre la question du bien vivre paysan dans notre pays, qui est pourtant la question au cœur. Mais vous avez raison. Par exemple, juste pour donner un exemple concret, tout récemment, il y a à peine 2 ans de mémoire, on vient d'inscrire comme maladie professionnelle au tableau professionnel agricole le cancer de la prostate, directement lié à l'utilisation des pesticides, dont le glyphosate. C'est-à-dire que ce sont les premières victimes, les agriculteurs, en fait, des propres produits qu'ils utilisent. Et bien sûr, les centaines de milliers d'ouvriers agricoles qui travaillent à leur côté dans les exploitations. Mais comment continuer à tolérer qu'on produise ce type d'agriculture qui, justement, expose en fait les premiers Mais concernés à des maladies? Et voilà. Et quand je vois le cours européen de Madame van der Leyen qui fait une pause dans la question de la transition écologique, on peut être effectivement très inquiet des mmh. suites et des expositions, que ce soit au PFAS, que ce soit au glyphosate, aux pesticides auxquels nous sommes confrontés. Ouais, riverains compris. Enfin, il y a le scandale du chlordécone sur les plantations de bananes, qui est un scandale juridique aussi, puisqu'il y a eu un déni de justice, hein, pour les nombreuses victimes. On attend un nouveau délibéré au mois de juin, mais c'est quand même tous les messages vont à l'encontre de la protection des citoyens et des travailleurs. Oui, c'est exactement ça. C'est là en permanence, et moi je le vois au quotidien comme syndicaliste, inspecteur du travail, c'est opposer la protection de la santé, de la sécurité, des conditions de travail, de ceux qui passent un tiers de leur vie au travail, et encore plus aujourd'hui avec les augmentations de la durée de cotisation et de déport de l'âge de la retraite, opposer ça
à la question de la réalisation des profits, de l'accumulation capitaliste. Et ça, c'est impossible. La question de la sécurité, de la santé au travail, ce sont des éléments fondateurs du contrat de travail et qui devraient être considérés comme tels. Le droit à être formé à la sécurité lorsqu'on prend un emploi, l'évaluation des risques professionnels par l'employeur pour permettre d'éviter et de supprimer les risques, l'adaptation du travail à l'homme. Ce sont des principes qui sont dans le Code du travail, malheureusement qui ne sont pas sanctionnés, quoi, et qui continuent en fait de laisser aujourd'hui une délinquance patronale prospérer sur ce terrain-là, alors que ceux qui tentent d'être exemplaires ne sont pas valorisés et sont au contraire marginalisés. Ouais. Et alors, vous êtes, on le disait en introduction, candidat sur la liste de la France insoumise aux élections européennes. Ces élections européennes, on a l'impression que toutes les questions sociales ont été mises très loin, qu'il est question de besoin d'Europe, de plus d'Europe. Il y a maintenant la mise en scène d'une sorte d'élection de mi-mandat entre le parti d'Emmanuel Macron contre le favori ou l'ennemi choisi, l'adversaire choisi, qui est le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous voyez dans cette campagne? Pourquoi systématiquement les sujets de société, sociale, en l'occurrence le travail, sont mis de côté? Alors même que ces sujets sont cités comme les premières préoccupations Oui. des Français, soit la question de pouvoir d'achat, que ce soit la question de bien vivre, qui reviennent, la question de santé, la question d'éducation, qui reviennent comme Mmh. les principaux thèmes cités dans les institutions. Moi, je pense qu'il y a un miroir déformant des médias mainstream Mmh. qui est énorme. C'est-à-dire que je peux vous dire que lors des réunions publiques, je serai tout à l'heure à Valenciennes, par exemple, je vais dans plein de réunions, dans plein de réunions publiques, je parle de la question sociale en permanence et cette campagne, elle est équilibrée. Nous parlons évidemment de la paix, de la justice en Palestine. Et nous parlons de la question sociale, du libre-échange, de l'austérité européenne. Mais le récepteur mainstream de ces communications, lui, évidemment pour des raisons également d'instrumentalisation Mmh. politique dans le cadre de la campagne, nous ne sommes pas dupes des tentatives qui sont récurrentes et qui sont faites dans cette campagne, ne les traite pas de la même façon. Et il y a évidemment une volonté de ne pas répondre à ça et de créer d'autres artifices, que ce soit ce duo inexistant entre la Macronie et une autre forme de Macronie qui était le hollandisme et qui d'ailleurs revient aujourd'hui. On a vu Mmh. M. Glucksmann se prononcer contre la retraite à 60 ans, contre la sortie du marché de l'électricité au niveau de l'Union européenne, etc. Eh bien, ce ne sont pas des vrais matchs. Le vrai match est la même chose avec le RN. La vraie question aujourd'hui sur le champ social, c'est que nous portons, nous, un projet qui est de nature à remettre la France du côté des droits des salariés. Et ce programme, il est inspiré très largement de ce que nous avions porté. Moi, j'étais dans l'Union populaire en 2022 autour du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, et qui est un programme qui commence à permettre de revenir. Par exemple, il propose de doubler les effectifs des inspecteurs du travail cette fois. Ouais, Vous voyez, comme on en on en parlait. parlait tout à l'heure, c'est le programme qui le propose. Et au niveau de l'Union européenne, la question de la lutte et du combat contre l'austérité, réellement, ceux qui l'ont mené, pour moi, le voir dans leur combat, les insoumis ont été des artisans de cette bataille-là, que ce soit Leïla Chaibi qui a obtenu la directive sur la présomption de salariat des travailleurs ubérisés qui aujourd'hui vivent dans des fictions, c'est-à-dire celle d'une relation de prestation de service, alors que de fait, ils sont dans des relations de travail où ils ne Mmh. déterminent pas librement leurs conditions de revenus, et que ce soit Manon Aubry sur le devoir de vigilance qui est encore seulement limité à quelques très grandes entreprises au niveau européen, mais qui est un premier coin enfoncé dans cette Europe du libre-échange, eh bien, je pense que ce sont des exemples à suivre et que moi, c'est aussi pour ça que je me suis engagé, pour pouvoir porter ces combats-là, Mmh. dont le premier d'entre eux qui est une directive zéro mort au travail dans l'Union européenne, parce que la situation est réellement dramatique. 9 morts par jour dans l'Europe, 30% des morts qui sont en France, et une réglementation qui est littéralement insuffisante, parce que la question sociale en France comme en Europe, où gouverne une alliance entre macronistes de Renew, PPE, la droite européenne, et le Parti socialiste européen de M. Glucksmann, eh bien, ne traite pas la question sociale. Que l'Union européenne a été construite pour la question du marché commun, les Mmh. questions économiques, et que les questions sociales, eh bien, il faut forcer la porte. Mais soyez sûr que moi, je vais essayer de la forcer avec celles et ceux qui iront au Parlement Mmh. européen le 9 juin si je suis élu.
Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron avait été en quelque sorte le lobbyiste de Uber quand il était à Bercy. Il avait tout fait pour l'entreprise américaine. Je vous invite à voir l'entretien qu'on a eu avec les équipes d'Off Investigation sur Macron l'Américain, qui montre combien le président français a toujours travaillé pour les intérêts d'entreprises américaines étrangères, notamment Uber. Et pour ce qui est de l'Union européenne, la vraie question, alors du côté de Renew, la question ne se pose pas. On a besoin d'Europe. Côté France Insoumise, est-ce que l'Union européenne doit radicalement changer? Est-ce qu'on doit sortir de l'Union européenne si on veut protéger les droits des travailleurs? Ou est-ce qu'on peut la changer de l'intérieur? Est-ce que c'est pas illusoire compte tenu du poids du PPE et des partis qui font la part belle au lobby au Parlement européen? Je pense qu'évidemment, il ne faut pas entretenir d'illusions. Nous ne la changerons pas surtout tout le temps et durant tout le mandat. Ce qui est surprenant, c'est plutôt quand nous arrivons à la changer. J'ai cité deux exemples qui ont été extrêmement importants. J'aurais pu citer Younous Omarji sur Mhm. l'interdiction de la pêche électrique, sur la reconnaissance de l'esclavage, sur toute une série de questions où nous avons gagné des points. Et là où nous ne gagnons pas, l'enjeu est de démontrer le fonctionnement du système européen. Nous ne rentrons pas dans l'Union européenne, dans le Parlement européen, pour faire fonctionner leur système, mais pour y mener des combats concrets et y défendre des avancées pour les droits des salariés. En tout cas, moi, c'est dans cet esprit-là que j'y vais. C'est-à-dire que je pense que, évidemment, nous ne gagnerons pas sur tout. Évidemment qu'il faut rompre, et y compris, nous le disons, désobéir sur certains traités européens. Mais si Mhm. nous pouvons, au détour, empocher et grâce aux combats sociaux qui sont menés, des droits nouveaux pour les salariés, eh bien, nous n'allons pas nous en priver. Parce que vous parliez à juste titre d'Uber, mais la directive européenne qui a été prise, elle est un pied de nez Oui. à Uber et à la France. Et d'ailleurs, il faudrait être extrêmement vigilant parce que vous savez qu'une directive, elle doit être transcrite dans la loi des 27 États membres. Et on peut craindre qu'à cette étape-là de la transcription dans la loi française, eh bien, les lobbyistes d'Uber, qui sont les premiers relais de la Macronie aujourd'hui, tentent de tout faire pour minorer cette obligation, ce principe de présomption de salariat. Et là, il faudra être vigilant et s'appuyer sur la directive. Vous voyez, c'est assez fou d'avoir à s'appuyer sur une directive issue d'un modèle européen libéral pour garantir ici en France un droit. C'est dire aussi l'état des reculs sociaux de notre pays aujourd'hui, où nous faisons des fois pire que l'Union européenne, qui pourtant, elle, est majoritairement un modèle libéral. Donc voilà, nous, notre position qui est équilibrée, gagner ce que nous pouvons, dénoncer là où nous n'arrivons pas à gagner, désobéir si cela est nécessaire, et à chaque fois rendre compte auprès de celles et ceux qui sont nos mandants, ceux qui nous ont donné mandat. Moi, je m'y engage, et les députés l'ont fait, les députés sortants l'ont fait, et bien de démontrer comment les choses se passent aussi dans les mécanismes de l'Union européenne. Si déjà on arrive à faire tout ça sur un mandat, c'est pas mal. Eh ben, on va suivre évidemment les élections européennes et puis surtout aussi les avancées ou non, les esquives du gouvernement sur la sécurité au travail et ce dossier des accidents au travail important en France notamment. Vous le rappeliez, la France qui a un triste record en Europe. Merci beaucoup Anthony Smith d'avoir été notre invité aujourd'hui et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.